Il disait, Boko Haram, c'est vraiment les plus cinglés. Ils attaquent églises, ils incendient, ils attaquent des écoles, ils font des rapts, ils kidnappent, ils convertissent de force, etc. Et en même temps, on se demande, mais c'est toujours la question qu'il faut se poser, à qui profite le crime, quoi. Parce qu'on me demande, voilà, alors il y en a qui savent pas, mon cher George Harrison, il demande qu'est-ce que c'est exactement Blackwater Academy. Une société militaire privée. Voilà, c'est des armées de mercenaires. C'est des armées de mercenaires, ce qu'on appelle les chiens de guerre. Voilà. Donc c'est des gens qui sont payés très cher d'ailleurs, parce qu'ils sont bien mieux payés que les soldats, faut le dire. D'ailleurs, c'est ce qui fait des tensions aussi entre soldats. Puisque les soldats, je crois, un soldat en Afghanistan, je crois, il touchait 1800 €, quelque chose comme ça, alors qu'il peut en toucher 10 à 15 000, voire plus en tant que mercenaire. Ce qu'on appelle un contracteur. Ce qu'on appelle un contracteur, voilà. Et eux ne sont pas soumis, évidemment, ils n'ont aucune règle. Parce que c'est ça, il y a une espèce de vide juridique de la guerre. Puisque ces gens-là, quand ils vont sur le terrain, ils représentent qui? Quoi? Quel est leur... Ce qui est bizarre avec Blackwater, c'est que leur nom a changé plusieurs fois. Oui. Ils sont appelés Blackwater, ensuite ils sont appelés Xi, qui est un symbole chimique. Maintenant Academy, c'est très très étrange cette maison Blackwater. Alors, on sait qu'ils ont commis un certain nombre d'atrocités, qui sont envoyés à droite à gauche. Il y a un flou tout autour de cette société qui est très très étrange, quoi. Et c'est pas jeune, hein, parce que il y avait déjà les MPRI pendant la guerre ex-yougoslave qui avaient été envoyés en Croatie, si je me souviens bien, et ils avaient organisé le nettoyage et l'épuration ethnique en Krajina contre les Serbes. Alors voilà, oui. Alors épisode ça, très peu connu. C'était le MPRI, ça. Voilà. Épisode très peu connu de la guerre en Yougoslavie, où effectivement les Croates ont vidé la zone, la Krajina, qui était une zone peuplée de Serbes à l'intérieur des frontières croates nouvellement créées. Et donc, on vous parle toujours de Srebrenica, qui paraît être... Oui, parlons-en, je suis content d'en parler. Si tu veux te trouver un invité, à mon avis, qu'il faudrait que tu invites, c'est John Lowland. Ouais. Qui est, alors s'il est toujours, je ne sais pas, était le secrétaire particulier de Natalia Narochitskaya de l'Institut de la démocratie et de la coopération à Paris. D'accord, je l'ai rencontré il y a longtemps. Voilà. Il y a longtemps. En fait, c'est un spécialiste de l'ex-Yougoslavie et il a déconstruit tous les mythes, tous les mensonges sur ces guerres-là, sur ces guerres ex-yougoslaves. Notamment le faux charnier de Ratchak au Kosovo, les chiffres gonflés et sur ce qui s'est réellement passé à Srebrenica. Voilà, enfin tout un tas de choses. Les bobards de l'OTAN en 99, etc., etc. Sacré bobard, hein, parce que moi je... énorme. Les conférences de presse de Jemichi à l'OTAN, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que moi je me rappelle à l'époque, hein, parce que quand même c'était un conflit qui m'intéressait, puis bon c'était quand même en Europe, c'était à côté de chez nous, et on nous parlait, alors moi du Kosovo, je sais pas si tu te rappelles, 100 000 morts. C'était ça les chiffres annoncés, on nous disait 100 000 morts. Mais de toute façon, ça n'arrête pas depuis 91. Les couveuses koweïtiennes, je me souviens de ça, énorme. Bon, le mensonge des couveuses koweïtiennes, la 4e armée du monde, enfin on nous avait tout fait. Ah oui, on nous avait dit que Saddam Hussein, alors voilà. C'était le nouveau Hitler, à l'époque c'était lui le nouveau Hitler. On se trompe, ça remonte même à plus loin. Ça remonte au faux charnier de Timișoara. Oui. Et alors, oui, le faux charnier de Timișoara. Information pour les internautes qui est importante, c'est qu'au moment où toutes les caméras du monde étaient braquées sur le faux charnier de Timișoara, au même moment, donc c'est en décembre 89, si je ne me trompe pas, c'est ça, les caméras du monde entier sont braquées donc sur Timișoara, et au même moment, les États-Unis sont en train d'organiser une opération militaire appelée par antiphrase Juste Cause contre Noriega au Panama pour le renverser. On prétextait un trafiquant de drogue notoire, etc., mais qui avait été leur agent pendant des années. Et ils ont quand même rasé des quartiers entiers de Panama City. Et c'est une opération dont pratiquement personne ne parle jamais. Non, absolument donc, en fait, pas. Je ferais quasiment remonter les bobards de ce type à ce moment-là. Bon, évidemment, on peut remonter au golfe du Tonkin au Vietnam, le faux incident du Maine, le Lusitania en 17, on n'en finirait jamais. Mais enfin, je vais dire de ce type, ça commence à mon avis avec le faux charnier de Timișoara qui permet de couvrir et de planquer ce que les Américains font au Panama au même moment.
Parce qu'il me semble vraiment que c'est exactement au même moment. Ah oui, parce que ça arrive. Donc pour ceux qui connaissent pas cet épisode, voilà, juste pour rappeler, donc c'était à Timișoara, on nous avait fait croire qu'il y avait un charnier. Et les journalistes un peu sérieux qui sont arrivés ont tout de suite vu que c'était une mise en scène. C'était des mannequins, c'était des gens qu'on est sortis de la morgue apparemment. Oui, c'était ça, je crois. Voilà, etc. Bon, c'était recousu. Et puis qu'on avait placé là, et puis on me parlait de charnier, mais il y avait, je crois, une dizaine de corps. Enfin, c'était quelque chose. Et puis tous ceux ils en ont fait tout un énorme pâté dans la presse comme ils ont l'habitude d'en faire, voilà. Et puis on a découvert tout ça, une sombre fumisterie, une machination. Je dirais que quasiment à chaque guerre, depuis 20 ans, on a droit à ça. Bon, il y a eu les coups Moscowitiennes, il y a eu les faux camps, la 4e armée du monde. La 4e armée du monde. Les faux camps en Yougoslavie. Tu te rappelles quand tu as montré des photos? Alors les faux camps de concentration. Les faux camps de concentration. Serbes organisés par le Hitler Milosevic. Ouais. C'est des choses comme ça qu'on lisait, quoi, avec des campagnes d'affichage dans les rues parisiennes. C'était complètement dingue. Moi je me rappelle Simone Veil à la tribune. C'est une honte. C'est 45, on est revenu. Le faux attentat de Marcalais. Du marché de Marcalais qu'on avait mis sur le dos des Serbes, et en fait on a su après que c'était Izetbegovic, le Bosniaque, qui avait organisé ça lui-même pour obliger à une intervention militaire de l'OTAN. Bon, ça c'était... Izetbegovic, un ami de BHL. Un ami de BHL. Hein. Ça vous donne l'idée, quoi. Donc on a eu ça. On a eu le faux charnier de Ratchak après en 99, qui a quand même été en partie un des motifs qui a poussé... qui a permis de prétexter les bombardements de l'OTAN pendant plus de 70 jours quand même sur Belgrade et la Serbie. On a eu... qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre? Enfin, ça n'avait pas arrêté. Le faux plan, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le faux plan, la théorie du fer à cheval. Ah, ça me dit quelque chose. Alors en fait, c'était un plan qui disait que les Serbes avaient mis au point un plan donc en forme de fer à cheval qui visait en fait à organiser méthodiquement l'épuration ethnique des albanophones du Kosovo. Il se trouvait que c'était un faux qui avait été fait par le BND, les services de renseignement allemands. Voilà. Qui était grave sur le coup apparemment dans cet éclatement yougoslave, parce que apparemment en termes géopolitiques, l'Allemagne refusait qu'il y ait une autre grande puissance à l'Est et ne voulait pas cette Yougoslavie, se débarrasser de la Yougoslavie. Le premier pays avec le Vatican qui a reconnu l'indépendance croate, c'est l'Allemagne. C'est ça, exactement. Pour des raisons historiques. Le jour même apparemment de la déclaration d'indépendance. Exactement. La Croatie, les deux premiers pays qui ont reconnu l'indépendance, enfin les deux premiers États, le Vatican et l'Allemagne. Voilà. Rappelons que les Croates sont plutôt d'obédience catholique, évidemment. Voilà. Donc les Serbes qui eux sont plutôt orthodoxes. D'ailleurs c'est plus une différence religieuse parce qu'apparemment même le Serbe et le Croate linguistiquement sont ultra proches. On me dit que c'est la même langue et que limite on a mis des différences pour se différencier. Oui, mais que c'est presque ça, Et plus récemment, enfin on oubliait dans les bobards quand même énormes, le massacre de Oula en Syrie. Alors est-ce que tu as déjà vu toi des enfants après un bombardement où il y a des traces d'égorgement sur leur cou? Moi je l'ai jamais vu. Donc il a fallu que ce soit le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le FAZ, qui sorte effectivement l'information, comme quoi le massacre de Oula avait bien été commis par les djihadistes, par les pseudo-rebelles, par les mercenaires. Comme désormais on sait, c'était de toute façon évident dès le début, que les gazages chimiques n'avaient pas été organisés par Bachar. C'était évident. De toute façon, il fallait quand même être tout à fait logique, se dire, oui, il ne va pas organiser, alors qu'il est déjà observé partout dans le monde, il ne va pas organiser en plus le gazage de ces populations. Mais apparemment, c'est le genre de bobard qui arrive encore à passer. C'est ça. Alors, il y a aussi un autre bobard récemment que j'ai trouvé énorme. C'est les fausses images en Syrie, en Libye, tournées au Qatar. Au Qatar, oui. L'entrée dans Tripoli. L'entrée dans Tripoli, qui sont fake, c'est-à-dire que pour n'importe qui les analyse, je vous dis, analysez vous-même, vous verrez que c'est fake. Et la meilleure preuve, c'est que on a Saif al-Islam le dimanche qui quand il repousse la première attaque, qui vient sur la place verte. Donc moi je vous invite à aller voir la place verte, c'est le dimanche. Et 2 jours après, on nous explique que donc c'est la prise de Tripoli. Et puis là on a installé donc des espèces d'immenses rambardes, il y a des lampes, c'est soi-disant la fête. Alors la fête, d'ailleurs vous reverrez dans les images, il y a que des hommes, je veux bien, c'est une fête populaire, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. Et ils ont organisé, et je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais même là encore, comme on nous avait menti sur le charnier de Ratchak en 99,
Là, on nous a menti sur la prétendue attaque qui se préparait et sur l'épuration qu'on préparait sur les populations de Cyrénaïque. Tout à fait. Et notamment sur les populations de Benghazi. Ouais. Aujourd'hui, bon, il y a eu des images satellites des Russes, certains spécialistes français, je crois que c'était Bonnet, qui avait tout démonté. Enfin, il n'y a pas eu de volonté d'épuration de Benghazi. Ah non, et puis les Russes l'ont démontré avec les photos satellites. Avec les fameuses photos satellites russes. C'était un bobard BHLO Juppéen. Je veux dire, la diplomatie française s'est ridiculisée, mais d'une façon phénoménale. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que les Français ne bénéficiaient pas d'accords pétroliers préférentiels avec la Libye de Kadhafi, contrairement à l'Allemagne et l'Italie, qui avaient des accords préférentiels, des contrats préférentiels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu Cameron et Sarkozy, tous les deux, aller bille en tête sur la Libye, puisqu'ils voulaient mettre fin à cet état de fait qui était extrêmement favorable aux Italiens et aux Allemands, et très peu aux Français et aux Britanniques. D'ailleurs, les Italiens, ils allaient un petit peu à reculons. À reculons, et l'Allemagne, pareil. Et l'Allemagne, pareil. Ils étaient très à reculons. Évidemment. Pire, la Norvège, alors qui a fait partie donc le premier jour de l'opération et qui est sorti et qui a dit on nous ment, on nous baratine sur les objectifs, ce n'est pas du tout une opération pour sauver les civils, on s'arrête. Alors, ils ont été très cohérents, toujours même avec, j'ai envie de dire, nos amis norvégiens. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la Russie. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la résolution de l'ONU à la base, c'était une no-fly zone. Une no-fly zone. Un corridor humanitaire ou un corridor aérien. Tu parles de ça parce qu'il y a une question, on me dit pourquoi justement les Russes ont laissé faire. Tiens. Alors, mais très sincèrement, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas dans la tête de Poutine et de Medvedev. C'était Dimitro Rogozin aussi, aux affaires étrangères, je crois, ou à la défense. Ou Lavrov. Enfin, il y avait Lavrov, Rogozin et Poutine. Alors, soit ils ont fait stupidement confiance aux Européens, soit ils ont espéré peut-être que ces derniers s'embourbent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis cet épisode, que ça soit dans la crise syrienne ou dans la crise ukrainienne, les Russes n'ont plus rien laissé passer. Notamment à l'ONU. Veto, soutenu par les Chinois, notamment en Syrie. Donc est-ce qu'ils ont été naïfs et ils ont été trop crédules? Voilà, ils se sont rendus compte très vite que cette no-fly zone, ce corridor humanitaire prétendu, se transformait en fait en zone de bombardement tout simplement. Et ils se sont dit bon, on a été trop naïfs. C'est ça qu'on se pose. Est-ce que c'est le jeu étrange qu'a joué aussi pendant de nombreuses années Kadhafi avec un peu tout le monde, qui a agacé également les Russes et finalement ils n'étaient pas si mécontents de le voir partir? Parce que moi j'ai l'impression des fois, je pense que ce que tu viens de dire, j'ai dit, mais quoi, ils ont fait preuve de naïveté un peu, parce que au début de la crise, ils ont pris cette position en disant bon vas-y, on va les laisser faire. Puis après, très vite, on a vu quand même Poutine se lever quand même là, sur la Libye. Après, il était plus d'accord. Il a commencé à taper du poing sur la table sur cette affaire. Mais bon, il était déjà trop tard. L'opération était commencée. On pouvait plus. Je sais, très sincèrement, je ne sais pas si c'était de la crédulité, de la naïveté ou au contraire, c'était un coup de billard à 3 bandes et ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, ils savaient ce que les Européens et les Américains allaient faire, et ils ont laissé faire en espérant tirer les marrons du feu un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais, notamment, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ils se soient appuyés sur ce précédent-là pour refuser systématiquement toute résolution contraignante par la suite contre Bachar, par exemple. Ah, peut-être sacrifier. Vous nous avez menti. Ouais. Nous savons de quoi vous êtes capable, donc désormais nous ne vous suivrons plus. Parce qu'ils se sont abstenus, il me semble, à la résolution. C'est-à-dire en gros, ils l'ont laissé passer. Je crois que c'était une abstention. Ils se sont abstenus et du coup, ça l'a laissé passer. Voilà. Alors que pour la Syrie, c'est niet. Carrément, je crois, le seul vote qu'il y a eu même le nom de la Chine, le nom de la Russie. Et je crois que c'est la première fois que la Chine votait non à une résolution de son histoire. Ils disaient que même les Chinois, on les a vus sur cette affaire, ils étaient vent debout. Ils se disaient, c'est trop, quoi. Pas question. J'ai même vu une déclaration du président chinois qui a dit c'est la ligne rouge à ne pas franchir. L'invasion de la Syrie, parce que la Chine entrerait militairement paradoxalement, j'étais plus terrifié en août dernier au moment de la crise syrienne, notamment de la folie furieuse de Fabius
et de son inénarrable homologue britannique dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Je crois que c'est Straw. Jack Straw, l'ineffable Jack Straw. J'étais beaucoup plus effrayé à ce moment-là, et là je me disais vraiment, on est à 2 doigts de quelque chose de terrible. Paradoxalement, je suis moins effrayé aujourd'hui avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, d'accord. Parce que là, finalement, comme les deux géants sont directement face, alors que la dernière fois c'était périphérique, justement comme c'était périphérique, le danger me paraissait plus imminent. Et on sait très bien que toujours le danger d'un conflit périphérique, c'est qu'il devienne direct. Oui. Et puis ça aurait enflammé toute la région. Ça n'aurait pas été qu'un conflit syrien, clairement. Tandis que là, finalement, finalement, dans la crise ukrainienne, on voit vraiment très clairement que c'est les États-Unis et la Russie qui sont face très directement. Oui, complètement. De toute façon, ils discutent entre eux quand ils essaient de trouver une solution. Ils essaient de la trouver entre eux. C'est comme, j'ai l'impression, tu sais, les matchs de poids lourds, parce que chez les poids lourds, un coup de poing, tu peux mettre KO l'autre. Hein. Donc finalement, c'est très dangereux parce que pour les Russes, mais aussi pour les États-Unis, parce que les États-Unis, moi j'ai le sentiment, je sais pas ce que tu en penses, tu trouves pas qu'ils bluffent un peu sur leur toute puissance? C'est-à-dire qu'ils ont la puissance, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu exagérée par eux-mêmes? C'est la théorie de cet excellent site internet là, qui s'appelle Dédéfensa. Et Dédéfensa et les gens de Dédéfensa et Philippe Grasset, ils ont une expression, ils parlent du BAO, bloc américaniste occidentaliste. Et ils estiment donc que le BAO et ses affiliés, en fait, sont dans une logique de surpuissance autodestruction. C'est-à-dire qu'en fait, cette surpuissance, en fait, est en train de les dévorer. Il y a quasiment quelque chose d'anthropophage. Bon, après, c'est quasiment la théorie heideggerienne de l'arraisonnement du monde par la technique, quoi. Est-ce que cet arraisonnement du monde par la technique n'est pas en train de les dévorer de l'intérieur, finalement, et de nous dévorer, puisqu'on est concernés. Moi, j'ai l'impression qu'on a entraîné un peu le monde occidental, avec les États-Unis entraînent tout le monde occidental avec eux, et si demain ils chutent, tout le monde chute, tout le monde chutera avec eux, quoi. C'est le précipice, et au lieu d'être dans une logique de sauve qui peut en disant on va les laisser s'écrouler. On va les laisser plonger tout seul. Non, mais au contraire, on sert même quasiment de paravent. Nous on plonge pour. Allez-y, si vous tombez, on est là, quoi. Vous tombez. Incroyable. Sur l'attitude de Fabius, quand même, c'était incroyable sur la Syrie qu'ils veulent y aller faire la guerre après que les États-Unis aient dit non, que l'Angleterre ait dit non, et qu'il affichait. Enfin, même si on sait que c'était des rodomontades. Fabius n'est pas ministre des Affaires étrangères français. Les ministres des Affaires israéliennes en France. Voilà, c'est ça. Ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais pourtant, c'est la logique qui fait dire ça, parce que il n'est plus dans l'intérêt français, et il n'est même plus dans l'intérêt ni des Américains, ni des Britanniques. Alors pour qui travaille-t-il? Puisque là, on se demande. Je sais pas, vous faites de la déduction. Voilà, c'est par élimination. Vous rayez les mentions inutiles, et vous faites de l'élimination, vous trouvez la réponse tout seul, quoi. Surtout quand, le pays dont on ne parle pratiquement jamais dans la crise syrienne, c'est Israël. Israël a envoyé quand même des forces spéciales, un certain nombre de formateurs, il y a toujours la question du Golan. Oui, toujours en suspens, cette question, bien sûr. C'est tout sauf un acteur mineur dans ce conflit, c'est un acteur majeur. Et qui a l'intelligence, contrairement à d'autres, de ne pas se faire voir. Ne pas se faire voir. Oui. Justement, on parle de BHL, t'imagines bien que il a beaucoup d'amis sur le chat, notre ami BHL. Voilà, on me reprend une phrase, on me dit cette fameuse phrase sur la BHL, les printemps arabes, c'est bon pour Israël. Ça veut tout dire, quoi, sur ces printemps arabes. Parce que ces printemps arabes, ça a été quoi? Ça a été ce qu'avait anticipé Bush, donc le grand Moyen-Orient. D'ailleurs, ils employaient l'expression de chaos créatif. Chaos créatif. Ordo ab chaos maçonnique. Ouais, complètement. Le chaos créatif. Tiens, je connaissais pas. Chaos créatif, chaos constructif. Encore un oxymore, d'accord. Chaos constructif. D'accord. Encore C'est un principe maçonnique, c'est l'ordo ab chaos maçonnique. Ouais. Et donc, parce que là, c'est vrai qu'on a assisté là. D'ailleurs, comme on parle en économie, la théorie de Schumpeter de la destruction créatrice. La destruction créatrice. De Schumpeter. Parce que la théorie de Schumpeter, c'est pas l'ordo ab chaos à la sauce économique. Ouais. Donc, question qu'on peut se poser. Donc ça veut dire que, parce que là, ils vont pas s'arrêter. Alors ils ont renversé la Libye, la Tunisie, l'Égypte. Le prochain c'est l'Algérie. La prochaine c'est l'Algérie. C'est ce que tout le monde pense. Leur prochaine cible c'est l'Algérie. Est-ce qu'ils y parviendront? Apparemment, on prêtait à Sarkozy certaines déclarations sur l'Algérie. Tout à fait. C'est la prochaine cible. C'est la prochaine cible.
C'est notre prochain objectif. C'est le prochain objectif, ouais. C'est ce qui lui est prêté dans une conversation qu'il aura eue avec les membres du CNT, où il avait déclaré. En fait, les membres du CNT s'étaient plaints de l'attitude évidemment hostile de l'Algérie à leur égard, et il leur avait dit ne vous inquiétez pas, ce seront les prochains. Ce seront les prochains. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand même ils ont essuyé un certain nombre de revers, parce que Morsi, donc en Égypte, des frères musulmans, membre des frères musulmans, était lui-même, disait avoir comme exemple, comme modèle, Erdogan et Davutoglu. Ouais. Et Morsi avait suspendu tout contact avec la Syrie de Bachar. Quand Morsi a été renversé, Al-Sisi a immédiatement rétabli les contacts. D'accord. Alors Al-Sisi en plus, mais il a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps aussi où il a dit que si on s'en prenait aux intérêts égyptiens, il pulvériserait l'Algérie. Enfin, j'ai pas trop compris cette. Oui, assez guerrier. J'ai manqué celle-là, tu vois. Oh, bah, très guerrier, très guerrier. Alors Al-Sisi, c'est très étrange parce que en gros, il y a 3 factions au sein de l'armée égyptienne. On va dire, il y a une partie qui s'est islamisée ces dernières années, ces dernières décennies. Une autre qui est en gros nassérienne. Ouais. Et une autre qui ressemble à ce qu'était Moubarak, c'est-à-dire américano-compatible. Et j'ai l'impression qu'Al-Sisi est un peu à la croisée de ces 3 chemins. C'est-à-dire que c'est un homme très pieux. Il y a pratiquement des choses qui pourraient le rapprocher d'un certain nasserisme. Et de l'autre, on sent qu'il est... Enfin, disons que la seule chose qui cimente la société égyptienne aujourd'hui, c'est l'anti-américanisme. Pour qui s'y intéresse vraiment de près. D'accord. Ouais. Regarde ce qu'est la société égyptienne aujourd'hui, elle est extrêmement divisée, ils ont un point commun, c'est l'anti-américanisme qui traverse toutes les couches de la société. Les gens de la place Tahrir, les frères musulmans, les adeptes, les nostalgiques de Nasser, les membres de l'armée. Et bon, j'ai l'impression que Al-Sisi navigue un peu entre tout ça. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le pion Morsi, qui était quand même un pion d'Erdogan et de Davutoglu, est tombé. Ouais. C'était une bonne chose. Alors on nous parle aussi, alors c'est vrai que Zach il me dit oui c'est vrai la déclaration de Sarkozy c'était l'Algérie dans 1 an, l'Iran dans 3 ans. Et c'est vrai qu'il en devient de l'Iran parce que moi j'en ai parlé ici avec Messan de l'Iran. Lui il dit que l'Iran a un peu à son sens abandonné son leadership politique au profit donc de devenir une puissance économique. Une puissance économique. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils auraient cédé ce fameux accord avec les Américains. Lui-même, Thierry Messan, maintenant les autorités iraniennes ne veulent plus lui donner de visa pour qu'il aille en Iran. Il est interdit de séjour là-bas. Et il dit que c'est dû à ce changement de cap de Rouhani qui aurait pour lui abandonné ça. Rouhani n'est pas Ahmadinejad. Ouais. Il n'est pas issu des mêmes écoles, il est issu du clergé. Je crois que Ahmadinejad il était Pasdaran, non ou Bassidji, je sais plus. Pasdaran, je crois bien. Pasdaran, ouais. Enfin bon, il est issu vraiment de l'école de la Révolution de 79. Complètement. Complètement. Donc c'est D'ailleurs, on le voyait, le nombre de mesures sociales qu'il a prises pour les plus humbles, les couches les plus modestes de la société iranienne. Bon. Ceci étant, j'ai pas l'impression que Rouhani est quand même un fiefé traître. C'est pas l'impression que j'en ai. Peut-être que je fais fausse route, mais alors c'est vrai que Messan a des contacts avec les autorités iraniennes que ni toi ni moi n'avons. Ouais. Donc effectivement, lui, il peut juger ça en fonction de la façon dont il est traité. Donc j'imagine qu'effectivement, il était certainement mieux traité vu ce qu'il t'a raconté sous Ahmadinejad que sous Rouhani. Alors là, tu vois, on me met le fameux lien. Avec la déclaration d'Al-Sisi, voilà, l'armée égyptienne capable d'envahir l'Algérie en 3 jours si il arrivait malheur à un Égyptien dans ce pays. Voilà, donc les gens nous mettent le lien. On nous parle aussi, alors voilà, il y a le lien sur la déclaration chinoise aussi. Les Chinois qui auraient dit que si on touche à l'Iran, ils entreraient en guerre. Ils entreraient en guerre. Donc parce que c'est vrai que les États-Unis s'attaqueraient directement à l'Iran, un des grands fournisseurs de pétrole à la Chine. Le détroit d'Ormuz, s'il est bloqué. C'est la Chine. Mais ce que je suis en train de me demander, c'est... il y a déjà eu des tentatives, notamment sous l'ère Bush-Cheney, à la fin du 2e mandat. Ouais. À la fin du 2e mandat, il y a clairement eu des tentatives de bombardement. Ouais. La fameuse affaire du bombardier B-52. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non, je me souviens pas. Alors on dit que c'est Cheney en fait qui avait organisé le déploiement d'un bombardier B-52. Certains disent même qu'il y avait des ogives nucléaires à l'intérieur.
Au-dessus de l'Iran. Ouais, au-dessus de l'Iran. Alors je crois que c'était dans le Wayne Madsen Report. Je crois que c'était Wayne Madsen qui avait rapporté ça. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle une révolution de palais, une révolution de cour au sein du Pentagone. Et c'est les amiraux Fallon et Mullen qui auraient empêché cet acte de folie et qui auraient permis de faire revenir l'avion aux États-Unis. Ils allaient bombarder l'Iran, quoi. En tout cas, le je crois que c'était un B-52, si je ne me trompe pas, qui était parti donc là-bas. Et c'est Wayne Madsen qui avait fait la révélation de cette affaire. Et c'est les amiraux Fallon et Mullen à l'époque qui avaient empêché cette catastrophe. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu, ces derniers... les militaires ne suivent pas aux États-Unis en ce moment. Le général Dempsey était contre une guerre contre la Syrie, il est contre une guerre contre l'Iran. Il les a déjà bien refroidis, parce que c'est lui qui avait déclaré que l'OTAN n'était pas capable de faire une guerre contre l'Iran, qu'on pouvait se prendre une claque magistrale. Il a dit même que les États-Unis ne pourraient ne pas s'en remettre. Non, mais les hauts gradés aux États-Unis, je parlais de Fallon et Mullen, le général Dempsey, dans un autre registre, même s'ils étaient un peu plus va-t-en-guerre, un peu plus bellicistes, même Petraeus et Stanley McChrystal, c'est quand même des gens qui sont moins mou de feu, moins semeurs de discorde, moins va-t-en-guerre que le personnel politique US. Ouais. Et notamment, plus dingue de tous, les deux plus dingues de tous, les deux plus faucons de tout l'establishment US, washingtonien aujourd'hui, John McCain et Lindsey Graham, qui sont vraiment des fous furieux, des gens extrêmement dangereux, extrêmement nocifs. Et on l'a vu notamment quand il y a eu la nomination de Chuck Hagel. Je veux dire, la fronde qui a été menée par Lindsey Graham et John McCain contre Chuck Hagel, qui avait eu des propos très durs sur Israël, sur un certain nombre de positions qui avaient été celles du département d'État américain depuis plusieurs années. Et il expliquait très clairement que c'était des positions qui allaient contre les intérêts américains. Ça rappelait un peu l'ouvrage de Mearsheimer et Walt, le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Et on a vu Graham et McCain monter au front contre Chuck Hagel avant sa nomination. Ils l'ont passé au grill, ils l'ont humilié. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens des auditions, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était une séance d'humiliation. Alors là, justement, on me dit, est-ce que vous avez noté le rapprochement des USA et de l'Iran? C'est la raison pour laquelle les relations diplomatiques des USA et avec l'Arabie Saoudite sont en délicatesse. Se distendent. Voilà. La Chine au Moyen-Orient, comme en Afrique, est la plus grande menace pour l'hégémonie américaine, d'où le besoin de se rapprocher de l'Iran. C'est un changement de stratégie. Là, on a comme les événements qui se déroulent au Sud-Soudan actuellement. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est aussi une volonté de pousser la Chine hors d'Afrique. Hors d'Afrique, un peu même au Centrafrique, un peu tout ce qui, toute la stratégie là. De il délègue aux Américains. Dans l'affaire du Mali, on allait sécuriser la route du Niger pour Areva, pour l'uranium. C'était ça en fait, faut pas se leurrer. Et en Centrafrique, apparemment, là, c'est plutôt l'or. L'or, ouais. Il y a de l'uranium. Il y a de l'uranium aussi, de l'or, de l'uranium et des diamants. Des diamants, comme souvent. Les diamants, c'est surtout dans l'Afrique des Grands Lacs. Lire le livre de Pierre Péan, La Carnage, qui est un incontournable. Tiens, on fête les 20 ans, on commémore les 20 ans du Rwanda. Et là, c'est vrai que les sorties de Paul Baril récemment, de Bernard Lugan ou de Pierre Péan, remettent bien en perspective la responsabilité de Kagame dans la tragédie rwandaise. Oui, complètement. Kagame qui... Homme de la CIA. Voilà, un homme de la CIA qui vient nous faire la morale, et qui est venu récemment faire la morale à Paris. De toute façon, c'est un ancien ambassadeur. Un ancien ambassadeur du Rwanda en France, qui me l'avait raconté après une conférence. Lui, il était issu d'un parent Hutu et d'un parent Tutsi. Et il m'avait dit, vous ne devez pas accepter, vous, Français, qu'on crache sur votre armée et sur votre pays, puisque c'est le seul qui s'est bien comporté au Rwanda. Et il me disait, contrairement aux États-Unis, contrairement au Canada, contrairement à Israël et contrairement à la Belgique, qui sont 4 des grands acteurs de cette crise. Il me disait, la France, c'est quasiment le seul État qui s'est bien comporté, qui a bien agi.
Et encore une fois, on s'est retrouvé piégé dans cette histoire. On s'est retrouvé les Américains, j'ai envie de te dire, les Britanniques, ils nous ont pigeonné là, oui, voilà, complètement. Dans les rangs de largeur, mais et il m'a dit ça, il m'a dit n'acceptez pas qu'on crache sur votre armée, qui est la seule qui s'est bien comportée, qui a tenté de faire quelque chose, qui était très largement pieds et poings liés, mais qui elle vraiment était là pour aider les populations. Et qui a fait quelque chose. Et qui était là pour aider Hutus et Tutsis. Et Tutsis, et on accuse donc l'armée française de ce faux massacre, alors que évidemment, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a énormément de témoignages de gens qui disent avoir vu des soldats blancs, évidemment, etc. Donc c'est ça qui a fait dire, ah bah vous voyez, en plus, les gens ne peuvent pas mentir, évidemment. Moi je pense que les gens ne mentent pas, parce qu'ils me disent, c'est évident. J'ai vu des blancs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient français. Ah oui. C'est ça la subtilité. Et là apparemment, d'après Baril, dans sa dernière déclaration, donc quand l'avion d'Abiyarimana a été descendu, c'est un missile. Apparemment il y aurait eu un premier tir qui aurait échoué. Oui, c'est ce que... Visiblement. Il y avait clairement un encadrement CIA autour de Kagame. De toute façon, le Front patriotique rwandais donc avait ses bases arrières en Ouganda et était formé clairement par la CIA. Très clairement. Très clairement. C'est un agent très clairement, bien formé. Bon, on va faire la deuxième pause si on est prêt en régie, c'est magnifique. Et ben voilà, on fait la deuxième pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Après cette petite pause, voilà, c'était Colox d'ailleurs, puisqu'on me demande toujours c'était quoi sur le chat. Toujours avec Maurice Gendre. Et justement, on parlait du Rwanda, parce que c'est vrai que on est passé à côté, on parlait d'un certain nombre de conflits comme ça, et même en Côte d'Ivoire, parce que toi aussi tu es bien informé sur la Côte d'Ivoire, et tu peux, nous on en a déjà, on en parle régulièrement, parce que c'est un scandale quand même ce qui s'est passé, cette affaire ivoirienne. Là, moi je trouve que la France, une fois encore, on a été humilié, quoi. La France a été lamentable, enfin les autorités françaises. On envoie la force licorne, renverser un pouvoir légitime et démocratiquement élu. C'était incroyable. Enfin, la façon dont on a traité, on a humilié les époux Gbagbo. Le couple Gbagbo. Laurent et Simone Gbagbo. C'était quoi? Ça rappelait d'ailleurs un exemple, c'est quoi? Ça rappelait d'ailleurs les époux Ceausescu. Ceausescu, tout à fait. Ah bah tout à fait. La parodie de procès. La parodie de procès. Ou alors la façon dont on a traité Kadhafi. Oui. Dont on a traité Kadhafi, la chute de Tripoli, quoi. Apparemment d'ailleurs ça serait les services de renseignement français qui l'auraient exécuté. Moi c'est ce qui se dit. J'ai vu, on me dit que c'est un commando français. En fait c'est toujours la même chose, c'est un commando français qui l'a arrêté, qui l'a remis après au pseudo-rebelle, et puis après on fait les images pour la presse, le machin, comme on avait fait pour les Gbagbo, puisque c'est l'armée française qui est intervenue, puis après on les a livrés au Dozo là, et autres FRCI. Pour faire le spectacle, quoi. Mais donc on a mis l'homme du FMI, Ouattara, l'homme quand même soupçonné de crimes extrêmement graves. Douekoué. Douekoué, on en a parlé. Alors je ne sais plus si c'est son épouse ou son fils qui était dans le cacao, qui spéculait sur le cacao. Il vient d'être envoyé d'ailleurs, il me semble. C'est Claudine Cogent qui nous avait expliqué ça. Il y a à peine 2 mois, il a été révoqué apparemment. Il a été révoqué. Oui, j'avais entendu parler de ça, effectivement, j'avais vu cette information passer, et puis il est... Enfin, de toute façon, voilà, on a mis un pantin du FMI... En plus, la dictature s'est accentuée. Oui, c'est accentué, mais ils le reconnaissent tous. Il n'y avait pas de dictature sous Gbagbo. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de dictature sous Gbagbo. Contrairement à ce qu'on nous racontait ici, il n'y avait pas de dictature. Oui, parce que c'est l'inverse. Il y avait des journaux d'opposition, tout le monde pouvait s'exprimer. Gbagbo, il n'y avait pas comment dire, on poursuivait pas, il n'y a pas de persécution politique comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on parle de torture. Il y a la prison, la fameuse Maca. Je reçois des tonnes d'Ivoiriens qui m'envoient des liens, qui me montrent les blessures des prisonniers qui sont torturés dans cette prison. Et tout ça, évidemment, est fait avec notre bénédiction, puisqu'on fait semblant de ne rien voir. De ne rien voir. Et là encore, j'ai l'impression que la France, en plus, a roulé contre ses intérêts. Parce qu'elle avait beaucoup plus intérêt à garder un homme comme Gbagbo qu'un homme comme Ouattara, qui est beaucoup plus proche des milieux anglo-saxons,
Beaucoup d'affaires aux États-Unis. Ce Ouattara, il est très voilà. Gbagbo était quand même un homme francophile. Complètement. Alors moi je l'ai trouvé extraordinaire. C'est lors de sa première audience à La Haye. Je sais pas si tu avais regardé. Pour moi il a gagné là. Il a gagné. Enfin en tout cas aux yeux de l'histoire il a gagné. Comme Milosevic d'ailleurs avait gagné à La Haye. Mort dans des circonstances bizarres à La Haye. Oui, mort dans un empoisonnement. Bizarre, Milosevic à La Haye. Un empoisonnement, mais d'ailleurs je pense qu'ils ont préféré l'empoisonner, Milosevic, parce qu'à chaque audience, je les suivais régulièrement en direct sur Euronews à l'époque, j'étais au chômage, je me souviens, donc j'avais du temps. Alors moi, je l'ai mis à profit pour des bonnes choses. Je me souviens à quel point il les humiliait à chaque audience. Il disait, vous dites ça, c'est ridicule, je vais vous expliquer pourquoi. Comme Saddam d'ailleurs avait fait pour Do Jail. Mais en fait, ces hommes-là ont eu des moments de grandeur, je trouve, dans leur... Bon, Gbagbo est toujours là, mais Milosevic vraiment était extraordinaire à La Haye, quoi. C'était phénoménal à voir. Comme j'ai trouvé la dignité de Saddam Hussein au moment de son exécution, quoi. On voyait que les salopards étaient autour de lui, et celui qui a fait preuve de grandeur, au moins dans ces derniers instants, c'était lui, quoi. Parce que ça, c'est un espèce d'exemple. C'est quoi? C'est un message qu'ils donnent aux autres présidents quand ils nous font ça, ces humiliations publiques. Moi, j'ai une autre explication. J'irai pas jusqu'au bout, sinon je pense que je suis bon pour la 17e chambre correctionnelle. Mais pour moi, ça remonte au massacre d'Ekaterinbourg. Et voilà, on humilie, on massacre et on va jusqu'à profaner le corps et la dépouille. La famille. Donc voilà, je remonte ça au massacre d'Ekaterinbourg. On a vu comment Mussolini a été tué en 1945, comment on a exécuté les Ceausescu, comment on a tué Kadhafi, comment on a exécuté Saddam Hussein, comment on a empoisonné Milosevic, comment on a humilié les Gbagbo. Voilà. Pour moi, quelque chose qui relève de la justice tribale et pas de la justice au sens noble du terme. On est dans la vendetta. On est dans la vendetta, dans la vengeance absolue. C'est pas du tout... Et je m'arrêterai là, j'irai pas plus loin dans l'explication. Surtout, concernant Kadhafi, en plus, les excuses à chaque fois, elles sont quand même extraordinaires, puisqu'on nous a dit pas de sépulture, parce qu'alors ça, c'est le grand mot d'ordre, si j'ose dire, pas de sépulture, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de pèlerinage. Ils nous disent ça pour il nous faut le coup à chaque fois. Il y a Kadhafi, Ben Laden, machin, chaque fois. Demain, ils auraient buté Bachar, ils nous auraient dit la même chose. Ah oui, non, mais pas de pèlerinage, on enlevait son corps. Comme Ben Laden, de toute façon, si on en croyait la version officielle, en gros, il nourrit les mérous. Steve Petchenik, qui est un spécialiste en géopolitique, apparemment qui aurait travaillé avec, je crois, Cyrus Vance, époque de Carter, disait que Ben Laden était mort dès décembre 2001 d'une forme de cancer qui s'appelle, je crois, le syndrome de Morphan. Et on avait la version de Benazir Bhutto, dont on parlait tout à l'heure, qui elle disait qu'il avait été descendu par un membre de l'ISI. Voilà. Donc évidemment, Abbottabad, c'est une blague. Je veux dire. Peugeot, il nous dit Milosevic n'a pas vraiment été empoisonné, mais disons qu'on ne lui a pas donné la possibilité de se soigner. Bon, c'est à peu près pareil, mais oui, je comprends. Il y avait des soupçons d'empoisonnement. Mais il y avait des soupçons d'empoisonnement. Moi aussi, j'en ai entendu parler, effectivement. D'ailleurs, j'ai pas voulu voir cette mascarade là de Catherine Bigelow avec Jessica Chastain, Zero Dark Thirty, qui apparemment fait le point sur la traque de Ben Laden jusqu'à Abbottabad. J'ai pas voulu voir cette farce. Je sais pas si toi tu l'as regardé. Non, j'ai pas vu. Non plus. Je sais pas si peut-être nos camarades internautes ont regardé et peuvent nous en dire un mot, parce que vraiment c'était un exercice de propagande de première bourre. Un peu comme l'était déjà son film précédent des mineurs, qui était dans là ça se passe en Irak si je me souviens bien. Et donc de toute façon les alliances entre Hollywood et le Pentagone ça date pas d'hier. Mais là Bigelow apparemment elle est quand même en pointe. Je pense qu'elle doit avoir ses... Elle a des bonnes petites infos. Elle doit avoir ses entrées. Bon, je pense pas qu'elle a d'infos, mais en tout cas, puisque moi je te dis, je pense que comme pas mal d'internautes ici, la version officielle autour de la mort de Ben Laden me fait éclater de rire, mais
Ouais. Mais en tout cas, bon, elle est... Parce que même les témoins sur place, on a vu tous les gens qui habitent dans la ville, ils disent, mais ils donnent le nom d'une autre personne qui habitait là, ils disaient, mais c'est pas du tout Ben Laden, on le connaissait, machin. Il y en a plein aussi qui disent, oui, quand ils sont venus en pleine nuit, ce commando américain, mais on sait pas trop ce qu'ils ont fait, etc. C'est très obscur. Très obscur, hein, ouais. Et puis alors, c'est fantastique, parce que tous les membres qui ont participé soi-disant au commando sont morts dans un accident d'hélicoptère en Afghanistan. Alors, apparemment, pas tous. Il y a eu des contre-informations autour de cette affaire, c'était un peu étrange. Je crois que c'était Counter Punch à l'époque qui avait dû sortir un info le premier, ou Sped de chose, je sais pas. Ouais. Et il y avait eu des informations contradictoires. Certains disant que certains étaient encore en vie. Certains par contre qu'on disait encore en vie n'avaient pas réellement participé. Il y a eu que des informations et des contre-informations, y compris au sein des médias alternatifs US. D'accord.